Le 22 septembre 1878, Robert Louis Stevenson, le futur auteur de L'île au trésor, quitte le monastier en compagnie de l'ânesse Modestine. 12 jours plus tard, après moult péripéties, il arrive à Saint-Jean-du-Gard. De ce périple naîtra un livre, Voyage avec un âne dans les Cévennes. Stevenson y relate ses mésaventures, ses rencontres, et décrit sans détour, mais sans méchanceté, les habitants, les paysages, les mœurs de cette région. Après la mort de l'écrivain en 1894, le récit connaîtra le succès et fera naître un engouement pour cette pérégrination. Devenu aujourd'hui le GR 70, le chemin de Stevenson attire chaque année des milliers de randonneurs venus du monde entier. Dans une petite localité nommée le Monastier, sise en une agréable vallée de la montagne, à 15 milles du puits, j'ai passé environ 1 mois de journées délicieuses. Le Monastier est fameux par la fabrication des dentelles, par l'ivrognerie, par la liberté des propos et les dissensions politiques sans égale. Stevenson a choisi cette ville pour préparer son excursion vers le sud. Il projette en effet de traverser les Cévennes sur les traces des Huguenots cévenols, les fameux Camisards. Mais c'est un randonneur avant l'heure et il veut être autonome. J'avais résolu, sinon de camper dehors, du moins d'avoir à ma disposition les moyens de le faire. Rien n'est plus fastidieux pour un type débonnaire que la nécessité d'atteindre un refuge dès que vient la brume. Pour ce faire, il prépare un tel pactage, avec un fouet à œufs, des livres, 2 tenues complètes, un gigot, des bouteilles de vin, une lampe à alcool, un revolver, qu'il lui faut trouver une bête de somme pour l'accompagner. Ce sera un âne, ou plutôt une chétive ânesse, pas beaucoup plus grosse qu'un chien, de la couleur d'une souris, avec un regard plein de bonté et une mâchoire inférieure bien dessinée. Je la baptisai aussitôt Modestine. La bête me fut vendue pour 65 francs et un verre d'eau de vie, ce qui en fit l'article le meilleur marché. Enfin vient le jour du départ. Arrivé au bas de la colline, au pied du Monastier, là où coule la Gazaille, nous traversâmes le gué sans difficulté. Il n'y avait aucun doute, Modestine était la docilité même. Puis, une fois sur l'autre bord, où la route commence son ascension, je pris dans la main droite l'impie bâton du commandement et, avec une vigueur tremblante, j'en fis application au baudet. Contrairement à Stevenson, c'est seul, portant mon fardeau moderne, que je m'engage sur la piste qui va me mener, tout comme lui, en fin d'après-midi, au boucher Saint-Nicolas. À partir du puits commence le Velay, large plateforme volcanique, ponctuée de cônes arrondis et parcourue d'antiques voies de passage, ayant servi aux soldats romains, aux pèlerins ou encore aux marchands du Moyen-Âge. Terre fertile vouée à l'agriculture, délimitée par des murettes en blocs de basalte et habitée de maisons en pierre de lave mêlant le noir aux scories rouges. Beau comme les Highlands, en moins grandiose, écrivit l'Écossais. Après la descente abrupte dans une draille, je déboule dans le Goudet, dominé par son château de Beaufort du XIIIe et traversé par la Loire. Stevenson avait projeté de bivouaquer au bord du lac du Boucher, entouré de légendes. Ce lac de cratère remonte à 300 000 ans. Mais surpris par la nuit, ralenti par le chargement de Modestine qui se répand plusieurs fois sur la route, mal renseigné par les rares passants, l'Écossais échoue à l'auberge du boucher Saint-Nicolas. L'auberge du boucher était des moins prétentieuses que j'ai jamais visitées. Elle était en effet typique de ces montagnes françaises.
Qu'on imagine une maison campagnarde à 2 étages avec un banc devant la porte, la cuisine et les tables contiguës, de sorte que Modestine et moi pouvions nous entendre manger. C'est le patron de cette auberge qui va fabriquer l'aiguillon avec lequel l'écrivain va faire avancer Modestine dès le lendemain. À partir de ce moment-là, Modestine devint mon esclave. Une piqûre. Et elle partait d'un joli petit trottinement qui dévorait les kilomètres. Pressé de découvrir de nouveaux paysages, Stevenson ne s'attarde pas à Pradelles. Il note juste. Pradelles est situé au flanc d'un coteau dominant l'Allier et entouré d'opulentes prairies. Je me trouvais maintenant à la lisière du Velay, et tout ce que j'apercevais était situé dans une autre région. Le Gévaudan sauvage, montagneux, inculte, de fraîche date déboisé par la crainte des loups. C'était en effet le pays de la toujours mémorable bête, le Napoléon Bonaparte des loups. Pourtant, la ville ne manque pas d'attrait, et elle constituait au Moyen-Âge une grande place d'échange pour le commerce du sel, de l'huile, du vin. Le centre historique laisse deviner cette gloire passée. Robert Louis résista même au conseil de l'aubergiste qui l'encourageait à visiter Notre-Dame de Pradelles qui, bien qu'étant en bois, accomplissait des miracles. Et, aiguillonnant Modestine, il entama la descente vers Langogne. Et tandis que je continuais à descendre, les hautes terres du Gévaudan ne cessaient de monter devant moi dans le ciel. J'avais traversé la Loire le jour précédent, maintenant j'allais traverser l'Allier, tellement sont proches les deux confluents près de leur source, juste au pont de Langogne. À Langogne commence pour moi, tout comme pour Stevenson, la deuxième partie de mon voyage. Nous serons désormais 4 pour traverser le Gévaudan, ou plutôt 5. En effet, Marie-Ange Benoît, du Mas des Ânes, nous attend avec notre 5e élément, nommé Rebelle et portant croix de Saint-André sur le dos. J'avais rencontré Marie-Ange dans son fief sur les hauteurs du Plania. Alors les ânes, ces ducs ne se dressent pas, d'accord. J'ai choisi d'élever des baudets du Poitou après une rencontre et j'éduque également des ânes pour la randonnée. Donc mes ânes, ceux qui naissent à la maison, sont éduqués comme ceci, dans le respect, mais dans beaucoup d'amour. À côté de ça, nous avons les ânes de randonnée, à proprement dit, qui sont capables de faire pour les meilleurs jusqu'à 2000 km par an, d'avril à octobre. Ce sont des ânes sportifs, ils sont éduqués, ils sont vraiment tout-terrain aussi. Et c'est toujours l'occasion, et pour eux et pour moi, de belles rencontres. Avant de nous confier Rebelle, Marie-Ange nous offre une formation pour apprendre à bien équilibrer les sacoches de chaque côté du bas de manière à éviter toutes les mésaventures de Robert Louis. Et là, vous imaginez, le bas, son seul rôle, c'est de maintenir 2 sacoches ensemble pour qu'elles se portent l'une l'autre. Pour pas m'emmêler les pinceaux, par principe, tout de suite, alors moi c'est ma méthode et je me plante plus. J'isole la première et la dernière. Puis ce sera une petite leçon de psychologie animale. Mais dès qu'il y a une hiérarchie, comme tout le monde, il va être calife à la place du calife. Sauf que dès qu'il est calife à la place du calife, il n'est pas fait pour ça et il va vite se mettre en insécurité. Lui, il aime une hiérarchie participative. Ça veut dire que si je prends mon brin d'herbe et que je ralentis pas la marche, t'as rien à me dire. Enfin, elle nous laisse avec notre nouveau compagnon. Compagnon de rando, et non pas accessoire de literie ou bois de lit automatique, comme l'écrivit Stevenson. Le chapitre 2 du livre porte le titre « L'ânier inexpérimenté ». Le lendemain, nous voici dans ce même rôle, en route vers Fousillac.
Le lendemain, je partais pour Chélard-l'Évêque, localité sise à l'orée de la forêt de Mercoire. Je fus bientôt hors du bassin cultivé de l'Allier et loin des bœufs au labour et des aspects de même ordre de la région. C'est par là. Non mais il le prend pour une carotte, Francis. C'est par là. Allez. C'est par là, je te dis. Allez, viens, on avance. Allez. Allez. Oh, viens. Ça y est. Des landes, des fonds vaseux à bruyère, des étendues de roches et de sapins, des bois de bouleaux nuancés par l'or de l'automne, çà et là, quelques minables chaumières et des champs mornes. Telles étaient les caractéristiques du pays. Embourbé dans les tourbières, trompé par le brouillard et mal renseigné par des autochtones qui refusent de l'aider, Stevenson, en proie à des hallucinations, tourne en rond, se fait surprendre par la nuit et doit bivouaquer sous la pluie. Pour tout repas, une boîte de saucisses boulonnaises avec du chocolat en guise de pain et une rasade d'eau de vie pour faire descendre le tout. Le lendemain, le chemin que nous suivons est si bien bordé de fils barbelés que nous ne risquons pas de nous égarer. Bois, tourbières et ambiance mystérieuse. Puis nous passons par Chélard-l'Évêque, qui ne méritait qu'à peine toute cette recherche selon les dires de Stevenson. Quelques issues accidentées de villages, sans rue définie, mais une suite de placettes où s'entassaient des bûches, une chapelle à Notre-Dame de toutes les grâces au faîte d'une butte. Tout cela assis au bord d'une rivière murmurante des montagnes, dans un renfoncement de vallées arides. Le cheminement vers Luc se fait dans le brouillard, propice aux rêves et aux fantasmes de bêtes carnassières, dévorant femmes et enfants et bergeronnettes célèbres pour leur beauté. Peu de choses à voir, alors je me remémore des passages du livre. Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le nid douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex épars avec leurs coupants. Et encore, un homme doit avoir longuement médité sur un décor avant d'en jouir pleinement. Ce n'est pas à la faveur du juvénile enthousiasme éprouvé à la conquête d'un sommet que l'on peut s'approprier la quintessence de la beauté. ou bien Le paysage est tout à fait secondaire. Celui qui fait vraiment partie de la confrérie ne voyage pas à la recherche du pittoresque, mais de certains états d'âme. Il est incapable de dire quel est le moment qu'il goûte le plus. Celui où il met le sac au dos ou celui où il le met à terre. Et nous arrivâmes à Luc, dominé par les ruines de son château, que garde un quintal de Sainte Vierge, qui fut consacré quelques jours après le passage de l'écrivain. Salut, Pépère. Attends. L'étape qui nous attend aujourd'hui marqua profondément l'écrivain presbytérien. Nous partons à sa suite vers Notre-Dame-des-Neiges, monastère cistercien perché à 1081 mètres, le plus haut et le plus froid de France. Stevenson y rencontra des moines très tolérants et un prêtre et un militaire qui l'étaient beaucoup moins et qui tentèrent de le convertir. Le chemin nous fera découvrir de magnifiques panoramas.
Allez. Mais Rebelle nous a cernés Non. et commence à chercher Non. à imposer ses désirs. Marie-Ange nous Allez. avait prévenu. Hop. Il veut devenir calife à la place du calife. Ah, c'est moi. Non. Rebelle. Ça suffit. Allez, viens. Ça t'a fait du bien. Hein, ça t'a fait du bien. Allez, viens. Allez. J'étais maintenant parvenu au Non, petit chemin menant à mon étrange destination. Le couvent trappiste de Notre-Dame-des-Neiges. Le soleil parut et je découvris tout à coup un joli site sauvage au sud. De hautes montagnes rocheuses, aussi bleues que du saphir, fermaient l'horizon. Entre elles s'étageaient, rangées sur rangées, des montagnes couvertes de bruyères et rocailleuses, le taillis envahissant les ravins aussi âpres qu'au jour de la création. C'est ici que les moines cisterciens s'établirent le 5 août 1850. 11 années s'écoulèrent avant que fut construit un vrai monastère, inauguré en 1861, mais qui brûla en 1912. Reconstruit aussitôt, c'est là que nous séjournerons, ou plutôt dans le relais destiné aux visiteurs. Nous n'aurons pas la chance d'apercevoir et encore moins de bavarder avec des moines, comme put le faire Robert Louis. Mais comme lui, nous irons assister au complis. Le jour suivant, nous entamons la descente vers la Bastille puis Laurent. On va venir. Après-midi, on marchera avec toi. La Bastille puis Laurent traversée, Modestine et moi remontâmes le cours de l'Allier vers la source dans la forêt de Mercoire. De là, une colline franchie, notre route nous fit traverser un plateau dénudé jusqu'au moment d'atteindre Chasserade. Là, pas moyen. Hein. Chasseradès, notre étape de ce soir est plus attrayante que ne l'a décrit Stevenson. Ces petites ruelles sont pittoresques, même si la vie semble les avoir désertées, comme un peu partout dans la région. Mais son église Saint-Blaise a des allures de forteresse. J'étais bientôt en chemin avec Modestine. La route continua pendant un moment sur le plateau et descendit ensuite à travers un village abrupt dans la vallée du Chassezac. C'est au compagnon de chambrée de Stevenson que l'on doit ce magnifique viaduc ferroviaire encore en fonction et qui enjambe le petit village de Mirandole. À la fin, la Sente traversa le Chassezac sur un pont
et abandonnant ce ravin profond se dirigea vers la crête du Goulet. Elle s'ouvrait passage à travers l'étampes par des plateaux, des bois de hêtres et de bouleaux, et à chaque détour me découvrait des spectacles d'un nouvel agrément. La crête du Goulet, cette montagne qui étire son échine d'est en ouest, prolonge les monts granitiques de la Margeride. Il me semblait qu'une fois franchi le contrefort que j'escaladais, j'allais descendre dans le paradis terrestre. Et je ne fus pas déçu, puisque j'étais désormais entraîné à la pluie, à l'ouragan, à la désolation de l'endroit. Ici s'achevait la première partie de mon voyage, et c'était comme une harmonieuse introduction à l'autre, et bien plus belle encore. Après cette étape un peu éprouvante, nous ne ferons pas comme Stevenson qui traversa rapidement le Blémard afin d'aller bivouaquer en forêt sur le chemin du col de Finiels. Nous nous arrêterons avant aux Alpiers, face au mont Lozère, notre ultime étape commune de demain, masquée par des nuages bas. Dernière journée avec Rebelle. Sentirait-il que la fin de la rando approche et qu'il va devoir regagner son parc ? Il fera tout pour retarder la marche, et plus la journée avancera, pire ce sera. Marie-Ange, qui nous attend à Pont-de-Montvert, nous le confirmera. Ces ânes s'attachent tellement vite aux randonneurs qu'ils accompagnent qu'ils ne veulent pas voir la balade se terminer. Traversée remarquée du Blémard, avant de s'attaquer à une rude montée qui doit nous mener au col de Finiels, là-haut sur les Chaumes. Nous émergeons de la forêt avec le soleil. Culminant à 1699 mètres, le mont Lozère a tout d'un poste frontière, séparant tour à tour pays francs et wisigoths, royaume de France et comté de Toulouse, Gévaudan catholique et Cévennes protestante. C'est ce que Stevenson était venu chercher. Derrière moi s'étendait la région septentrionale des hauts plateaux que ma route m'avait fait traverser. Mais devant moi, à demi voilé par une brume ensoleillée, s'étalait un nouveau Gévaudan, plantureux, pittoresque, illustré par des événements pathétiques. Dans ce labyrinthe inextricable de montagnes, une guerre de bandits, une guerre de bêtes féroces fit rage pendant 2 années entre le grand roi et ses armées, et quelques milliers de montagnards protestants. Il y a 180 ans, les Camisards tenaient un poste là même sur les monts Lozère où je suis. Ils avaient une organisation, des arsenaux, une hiérarchie militaire et religieuse. Juste au faîte du mont, où j'avais fait halte pour inspecter l'horizon devant moi, la série de bornes en pierre cessa brusquement. Et seulement un peu en dessous, une sorte de piste apparut qui dévalait en spirale, une pente à se rompre le cou, tournant comme un tire-bouchon. Elle conduisait dans une vallée entre des collines déclives aux étoiles de roc, comme un champ de blé moissonné et, vers la base, recouverte d'un tapis de prés verdoyants.
Au village de Finiels, nous remarquons des tombes récentes dans les jardins. Jadis, les cimetières catholiques étaient interdits aux protestants, obligeant à des enterrements domestiques. Aujourd'hui, ce qui était une brimade hier est devenu un droit. À partir de là, Rebelle va tout faire pour mériter son nom. Il nous faudra 3 heures pour franchir les 4 derniers kilomètres. Pont de Montvert, enfin. Marie-Ange y attend notre Rebelle. Nous allons devoir lui faire nos adieux, et nous réalisons l'abîme qui nous sépare de ceux qui considèrent les animaux comme du mobilier. Robert Louis avait écrit Les 2 jambes d'avant de Modestine n'avaient plus que chair à vif à l'intérieur, et du sang lui coulait de la queue, et mon cœur était toujours aussi froid que glace à l'endroit de ma bête de somme. Salut mon doudou. Mon doudou ne veut plus avancer là. Tu sais pourquoi mon doudou ne veut plus avancer? Parce qu'il sait que c'est la fin et qu'il n'a pas envie d'arrêter. Arrivé à Saint-Jean-du-Gard, il doit revendre Modestine car elle ne peut plus continuer jusqu'à l'Est. Il prend la diligence et réalise alors qu'il lui manque quelque chose. Il note. Le père Adam pleura quand il me la vendit. Je fus tenté de faire de même. Et comme je me trouvais seul avec le conducteur, je n'hésitais pas à céder à mon émotion. Mais restons à Pont de Montvert qui, au dire de Stevenson, avec ses maisons, ses sentiers, son lit de rivière éblouissant, porte un cachet méridional indéfinissable. Mais c'est aussi une localité fameuse dans l'histoire des Camisards, car c'est ici que tout commença le 24 juillet 1702, quand une bande de protestants, révoltés par les exactions de l'abbé Sheila, chargés par tous les moyens de les convaincre de leur erreur, forcèrent sa maison, qui servait de prison et de lieu de torture. L'abbé tomba sous 52 coups de couteau, un pour chacune de ses victimes. Sa maison fut incendiée. Reconstruite, on peut encore voir les jardins où l'abbé s'était réfugié. La guerre qui suivit dura 2 ans. Elle est peu connue des livres d'histoire. Un magnifique musée installé dans la maison natale de Pierre Laporte, dit Roland, au mas Soubeyran, rend hommage à ces martyrs persécutés pour leur foi. Le lendemain, c'est à nouveau seul que je reprends le chemin. Le GR70 prend de la hauteur et un peu de distance avec le récit, car il suit le Tarn depuis la crête. Stevenson, lui, avait emprunté la route toute neuve qui conduit à Florac par la vallée. Puis il passa une nuit à Florac, où catholiques et protestants vivaient dans une mutuelle tolérance et douce amitié de vie. Sur un affluent du Tarn est situé Florac, siège d'une sous-préfecture qui possède un vieux château fort et des boulevards de platanes, maints quartiers anciens et une source vive qui jaillit de la falaise. Aujourd'hui, le GR70, évitant de suivre la route, fait découvrir de superbes vues sur Pont de Montvert avant de traverser un plateau agricole parsemé de blocs granitiques. Je décide d'ignorer Florac et la boucle nécessaire pour s'y rendre et en revenir via la gorge de la Mimande et coupe tout droit pour rejoindre Cassagnas.
Il me faut descendre dans un vallon, puis entamer une longue remontée avant de dominer la gorge de la Mimante où passa l'Écossais. Un petit chemin nous fit pénétrer dans la vallée de la Mimante. D'âpres montagnes de roches rougeâtres dominaient le cours d'eau. Puis la route longea de fort près 2 hameaux obscurs, l'un d'eux nanti d'un ancien château fort, au perché, à réjouir le cœur du touriste. J'ai rejoint le GR. Et pas très loin de là où Robert Louis bivouaqua, je plante aussi ma tente. En fait, je suis à l'ancienne gare de Cassagnas. Le ciel est beau cette nuit. Les étoiles brillent par milliers au-dessus de ma tête, abolissant le temps. Le chêne se dressait devant moi comme une colonne d'obscurité, et au-dessus de ma tête, de bienveillantes étoiles étaient accrochées au fronton de la nue. Personne ne connaît les étoiles qui n'a dormi, selon l'heureuse expression française, à la belle étoile. C'est une belle étape qui m'attend aujourd'hui, avec quelques surprises comme les ruines d'une villa gallo-romaine ou une tombe préhistorique. Un peu après 2 heures, je traversai Mimante et pris vers le sud une sente raboteuse qui grimpait au flanc d'une montagne couverte d'un éboulis de pierres et de touffes de bruyère. Au fait, selon la coutume du pays, la sente disparaissait. C'était néanmoins le site le plus sauvage de toute mon excursion. Pic sur pic, chaîne sur chaîne, tout cela surgissait vers le sud, pénétré comme sculpté par les torrents de l'hiver. Saint-Germain de Calberte s'étage en terrasse sur une pente escarpée au milieu de vigoureux châtaigniers. La chapelle protestante s'élève un peu plus bas sur un éperon. Dernière nuit pour les 2 randonneurs que séparent plus de 140 ans à Saint-Germain de Calberte. J'y arrive en fin d'après-midi, Stevenson au clair de lune. Dernier jour. Début facile avec la descente vers Saint-Étienne, vallée française. Un café, un coup d'œil à ces vieilles rues. Mais tous les randonneurs le savent qui ont lu Stevenson, une épreuve les attend, le col Saint-Pierre. Je commençais de gravir le mont Saint-Pierre. Longue et pénible ascension. J'avais pressé Modestine au-delà même de ses forces car j'étais extrêmement désireux de jouir de la vue sur l'autre versant avant la tombée de la nuit. Malgré son empressement, Stevenson arrive au sommet à la nuit tombée. Dommage. La vue depuis non pas le col, mais le promontoire rocheux qu'il domine est somptueuse. Suprême récompense. J'éprouvais alors cette bonne ivresse salutaire qui prend naissance quand on se remue beaucoup au grand air, qui débute par une sorte d'éblouissement et de lourdeur d'esprit, et qui se termine dans une paix qui dépasse l'entendement. Puis j'entamai la longue descente sur Saint-Jean-du-Gard. Les châtaigniers firent place aux pins, puis aux oliviers. L'entrée dans la ville se fit presque à regret. La marche terminée, il reste en tirer les bénéfices et les leçons. Il semble qu'une marche ardente vous a purgé mieux que n'importe quoi de
toute étroitesse d'esprit et de tout orgueil, en laissant la curiosité jouer librement son rôle, comme chez un enfant ou un homme de science. Et que cela ait été sage ou insensé, le voyage de demain vous emportera, corps et esprit, dans quelques paroisses différentes de l'infini.